c'est qu'il y a quand même 30% des salariés en France qui ont déjà pensé récemment à quitter leur travail pour une raison liée à leur santé mentale. Ces bénéfices-là, ils se traduisent par un ROI de 4,4. Donc concrètement, ça veut dire que quand on investit 1 euro, on a un retour sur investissement de 4,4. Dirigeantes d'entreprise, emparez-vous de ce sujet parce que c'est aussi ce qui fait la différence entre les pionniers et ceux qui s'adaptent au dernier moment quand on n'a plus le choix. Salut et bienvenue sur Harmony Inside, ou plutôt sur Harmony Explore. Explore, c'est une nouvelle série d'épisodes d'Harmony Inside pour aborder ensemble les thèmes et les tendances qui façonnent le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Alors si tu souhaites savoir comment construire une culture entreprise à l'épreuve des transformations qui nous attendent, tu peux me contacter en direct ou en passer par le site de Biharmonist, c'est b-harmoniste.com. Et en attendant, bonne écoute. Bonjour Julia. Bonjour Vincent. Écoute, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la deuxième fois sur Harmony Inside. Mais avant même de parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question très simple. Est-ce que les salariés français vont bien en ce début 2025 et après une année qui a été très difficile pour beaucoup de monde? Alors c'est une bonne question. On va bientôt sortir notre baromètre de l'année, donc on aura des données un peu plus fraîches. Les dernières données qu'on a qui datent de 2024, elles sont pas géniales. On dit que la santé mentale des salariés en France est sur le fil. C'est-à-dire que déjà, on a en gros une moyenne à l'indice de l'OMS qui est le WHO5, tout pile à 50, sachant qu'en dessous de 50, on considère qu'on est dans un état sous-optimal. Et quand on regarde de plus près, on a près d'un salarié sur 4 qui est dans un état critique ou à risque. Quand on regarde encore un peu de plus près, on voit qu'il y en a plus de 55% qui sont stressés, dans un surstress, pas stressés de façon positive. 40% qui sont pas satisfaits de leur équilibre de vie pro, vie perso. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut encore creuser. Moi, je me souviens que quand on avait sorti les chiffres, un chiffre qui m'avait vraiment interpellée, pas forcément surpris, mais vraiment, je m'étais dit waouh, c'est qu'il y a quand même 30% des salariés en France qui ont déjà pensé récemment à quitter leur travail pour une raison liée à leur santé mentale. Et ça dit beaucoup, évidemment, sur un état de santé mentale qui est pas optimal et aussi sur le fait, évidemment, qu'il y a un lien avec, Oui, il y a aussi une cause. voilà, exactement. Alors, on va parler de santé mentale aujourd'hui, mais ceux qui écoutent Harmony Inside le savent, tu étais déjà venu il y a 2 ans à peu Un près. peu plus, je crois. Oui, le temps passe vite. Heu, Exactement. pour nous présenter, Thiel, l'entreprise que tu as cofondée. Donc, on avait beaucoup parlé, de sa culture, de ce que vous avez mis en place, à l'intérieur. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour ceux qui te connaissent pas encore, et peut-être pour donner une update à ceux qui auraient déjà écouté, l'épisode il y a un peu plus de 2 ans, est-ce que tu peux, rapidement te représenter et nous dire, où est-ce qu'en est-il? Ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis la cofondatrice et la CEO de Thiel. Thiel, en quelques mots, c'est la première plateforme de prévention en santé mentale à l'impact durable et mesurable. Et donc c'est important évidemment, tu vois? Je te parle dès la première phrase d'impact, on aura l'occasion, je suis sûre, d'approfondir, ce thème-là. Pour en dire un peu plus, donc Thiel, c'est l'entreprise que j'ai cofondée, il y a 4 ans maintenant. Après 1 an de recherche et développement en 2020, on est 4 à l'origine, de l'entreprise. Geoffroy Verza, Nicolas Merlot et Gilles Ratigan, mes associés. Hem Aujourd'hui, on est une cinquantaine de collaborateurs, donc je pense quand on s'était parlé, il y a 3 ans, on devait être 10 ou 15, je crois. Peut-être un peu, ouais, je pense. Ouais, tu vois? Donc ça m'étonne pas. On adresse, plus de 150 clients dans des secteurs qui sont très différents, qui vont, des startups aux PME, aux grands groupes avec qui on fait la majeure partie, de notre, chiffre d'affaires. Et on couvre aujourd'hui plus de 60 000 collaborateurs, en France et un petit peu en Europe déjà. Hem Et donc ce qui est peut-être intéressant de souligner, et je suis sûre qu'on y reviendra, mais c'est vraiment que ce qui est important dans notre approche, c'est, de, d'avoir vraiment un ancrage scientifique très fort. Ça, c'est la première chose vraiment sur laquelle j'aime bien insister parce que je pense que c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est d'avoir une approche qui est systémique, et donc ça passe par le fait d'être dans les rituels de l'entreprise, d'être à tous les niveaux dans l'entreprise et d'utiliser aussi, la data et la tech pour être capable de toucher et chaque individu et les managers et d'avoir de la donnée pour, avoir un impact sur la culture. Et le troisième point, c'est d'avoir une approche qui soit sur mesure, et le sur mesure, on l'entend vraiment au sens,
hyper personnalisé à l'échelle individuelle et sur mesure aussi à l'échelle de l'entreprise pour éviter à tout prix, alors désolée, je vais utiliser vraiment une phrase anglaise, mais que j'aime bien, c'est le one size fits all qui ne marche pas du tout, quand on veut parler de sujets de santé mentale. À l'échelle des individus, ça se comprend très facilement parce qu'on se dit, «Toi, moi, on n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes sujets, les mêmes problématiques, la même maturité avec notre santé mentale». Mais c'est aussi vrai à l'échelle de l'entreprise et donc nous, notre savoir-faire, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on utilise, la data notamment pour avoir une approche qui soit hyper personnalisée à l'échelle individuelle et vraiment le plus sur mesure possible, de façon scalable à l'échelle collective. Oui, tu as parlé de sur-mesure et en même temps, on le voit bien à travers la variété des entreprises que tu accompagnes. C'est aussi un sujet universel, un sujet qui concerne tout le monde. Tu as aussi parlé de rigueur scientifique. Moi, j'aime bien, pour commencer, quand on parle de ces sujets, définir précisément les termes. Et notamment quand on parle de santé mentale, tu vois, spontanément, quand on parle de santé mentale, je peux penser à Sainte-Anne et à l'asile de fous. Donc, quelle est la définition que tu mets derrière les termes de santé mentale et pourquoi est-ce que ça concerne tout le monde? Alors, derrière le mot santé mentale, moi, ce que je mets, c'est la définition de l'OMS. Donc là, vraiment, j'aime bien dire que chez Thiel, on a vraiment innové et on a vraiment créé plein de choses, mais ça, on l'a pas créé. Donc la santé mentale, selon l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de faire face aux difficultés normales de la vie, de, travailler avec succès, de contribuer à sa communauté. Donc il y a vraiment un côté, 1, extrêmement large. Tu vois, on parle plutôt de bien-être, de contribution, de productivité, de faire face aux difficultés, donc qui est vraiment large. Il y a aussi, une chose qui est très importante, qui est qu'on parle à la fois du pro et du perso, ce qui aussi est assez basique et une question de bon sens, mais en fait, souvent, on différencie un peu les 2. Il y a, les RPS au travail et puis la santé mentale, c'est l'affaire, de chacun et de chacune, ce qui est évidemment, un peu faux et on y reviendra aussi, j'imagine. Donc vraiment, c'est la définition super large, d'abord positive, pas centrée que sur les troubles. Il faut pas se dire que, la santé mentale, c'est pas juste, l'absence de troubles ou la présence de troubles ou de maladies. Hem Et moi, j'aime bien aussi, tu l'as dit un peu je te partage, une chose, je sais pas si je l'avais déjà partagée il y a 3 ans, j'espère pas, mais une une, des choses, qu'on a faites vraiment tout au début de Thiel, avant même de créer Thiel, c'est de demander d'abord dans un cercle proche, puis, un peu plus élargi, en bon petit, consultant entrepreneur. On avait posé vraiment plein des questions pour comprendre quel était le rapport, des individus, puis des RH et des dirigeants d'entreprise avec la santé mentale. Quelque chose qui était ressorti et que j'avais trouvé hyper intéressant, c'était vraiment de façon extrêmement tangible, on voyait une différence entre les associations qu'on fait quand on parle de santé physique, je caricature un petit peu, mais les associations, c'est quelqu'un qui est en train de courir sur la plage, quoi. J'exagère un peu, mais pas beaucoup et quand on parlait de santé mentale, donc on était en 2020, mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup plus de maladies, de burn-out, de dépression, et cetera. Et donc ça, c'est un héritage culturel, socio-culturel sans doute, qui est très ancré, en particulier en France, dans d'autres pays, mais c'est pas comme ça partout. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est très important de recommencer par la définition, pour rappeler que la santé mentale, on en a tous, tous une, elle est précieuse exactement, au même titre que la santé physique. Et souvent la différence, c'est qu'avec la santé physique, il y a pas de tabou, on a les bons réflexes, on sait comment faire. Alors on met pas tous en place les bons réflexes, mais en tout cas, on les connaît et avec la santé mentale, c'est pas toujours le cas, ni à l'échelle individuelle dans nos pratiques quotidiennes, mais c'est pareil aussi à l'échelle collective. D'où un défi, de taille. Oui, il y a une notion de défi et en même temps, il y a une notion de tension sur ce sujet de la santé mentale. La notion de défi, c'est que la santé mentale, c'est la grande cause nationale en France en 2025. On en a encore reparlé très récemment. Et le sujet de tension, c'est qu'il y a, par exemple, il y a un baromètre fait par l'IFOP et la Fondation Aesio qui nous dit qu'en France, 75% des Français, 3 Français sur 4, considèrent la santé mentale comme un sujet tabou, c'est-à-dire un sujet dont on ne peut pas parler. C'est un chiffre qui est en progression. Donc comment est-ce que tu fais pour prendre un sujet autour duquel les gens sont très réticents à s'exprimer et l'amener dans la sphère professionnelle, dans le monde du travail qui traditionnellement est lui-même assez rétif à l'expression des émotions et de toute la singularité individuelle qui peut aller avec? Alors, je suis preneuse de l'étude, que voilà, avec plaisir. Hem,
pour nuancer un tout petit peu ce chiffre, même si le tabou, il existe toujours et que, effectivement, on le sent et on le sent aussi dans l'entreprise, nous, on voit aussi qu'il y a une différence dans les générations. Et c'est vrai aussi que les plus jeunes générations et donc je te parle des millennials notamment qui sont quand même les millennials, on n'est plus si jeunes, hein, je veux m'inclure dedans. Heu, on n'est plus si jeunes, on n'est plus les plus jeunes sur le marché du travail parce qu'il y a d'autres générations bien plus jeunes et bien plus alertes sur les sujets de santé mentale que nous. Mais quand même, à partir de la génération des millennials, on est quand même un peu plus alerte sur le sujet, plus, prompts à en parler et cetera. Donc il y a ça, je trouve, qui nuance un petit peu et aussi quand même le fait que ma perception en tout cas et ce que j'ai vu dans d'autres études, c'est que quand même la perception et la capacité à parler de santé mentale de façon moins taboue a quand même gagné beaucoup, beaucoup de terrain depuis la crise, sanitaire. Notamment parce que pendant cette période, on a mis sous les feux des projecteurs, les sujets de la santé mentale. Néanmoins, effectivement, il y a encore, une forme de tabou qui résiste et il y a encore de l'évangélisation à faire. Néanmoins, les choses changent quand même et ont gagné moi, j'aime bien dire qu'on a gagné quelques décennies en quelques années, sur ce sujet-là. Après la façon de faire, nous, on a un parti pris chez Thiel qui est de dire qu'on peut parler de santé mentale de façon, aspirationnelle, peut-être pas drôle, mais au moins avec une forme de légèreté et donc il y a aussi ce côté de dire, en fait, on peut parler de beaucoup de choses, en voilà, avec, un peu plus de légèreté. Rappeler la définition qui est la vraie définition et donc rappeler qu'en fait, quand on parle de santé mentale, on parle beaucoup, beaucoup de sujets, qui sont pas extrêmement lourds et aussi il faut être capable de parler des troubles, des maladies, des sujets plus lourds et comment on l'amène en entreprise? Il y a vraiment 2 choses. Il y a comment est-ce qu'on va convaincre, d'abord les dirigeantes d'entreprise et les directions des ressources humaines, de s'emparer de ce sujet-là et de le faire, avec nous si possible. Mais il y a vraiment ce sujet de se dire, comment on fait? Et notamment avec les DRH ou les dirigeants d'entreprise, on parle évidemment de l'impact positif sur la santé mentale, comme déjà presque, une fin en soi qui est légitime. Mais on parle aussi et surtout de la performance d'entreprise et en fait, quand on réconcilie un peu ce dilemme de dire, en fait, quand on parle de santé mentale, on parle aussi de la baisse de l'absentéisme, on parle aussi de la baisse du turnover non souhaité, on parle aussi de l'amélioration de la productivité. Là, on a un discours qui est quand même, plus facilement entendable parce que, c'est des indicateurs qui parlent évidemment, dans les entreprises. Oui, ça justement, ça c'est un sujet donc ça pour le coup, je sais qu'on en a parlé, il y a 3 ans, et si on a gagné quelques décennies, en la matière depuis, tant mieux. Mais on a traditionnellement cette image du monde du travail où on va te dire, «Tu laisses tes problèmes, à la maison, tu les laisses à la porte du bureau» et si je reviens sur ce chiffre, que tu as donné, en début d'interview, 30 des salariés qui ont déjà pensé à quitter leur emploi pour un sujet de santé mentale, bah, ça montre aussi, qu'il y a peut-être un lien de cause à effet et ça pose, la question de la responsabilité de l'entreprise de prendre soin, du bien-être de ses salariés et notamment de leur santé mentale. Alors que dans le même temps, j'entends souvent, sur des accompagnements, sur des sujets de burn-out et cetera, heu, on va dire: «Non mais tu comprends cette personne, elle allait pas bien par ailleurs, donc c'est pas de notre faute». Donc à ton sens, avant même d'avoir, tout à gagner et on va y revenir, est-ce que, l'entreprise est responsable de ce sujet de la santé mentale? Alors, il y a ce que moi je pense et ce que dit le code du travail. Et donc en fait, il y a dans dans le code du travail, on dit quand même que l'employeur est responsable de la, sécurité psychologique. C'est dit un peu différemment, mais qu'effectivement on doit, garantir on a une obligation de résultat, de protection de la santé mentale des collaborateurs et des collaboratrices sur le lieu de travail. Donc ça pose la question de où vient la source du mal-être? Quand la source du mal-être, elle est, au travail, évidemment il y a une responsabilité. Mais là où il faut aller un peu plus loin, c'est qu'en fait, former des équipes, des personnes qui soient résilientes, qui aient les bons outils, qui sachent prendre du recul, qui sachent mieux gérer leur stress et cetera, ça a un impact positif évident, sur leur travail et aussi sur leur vie personnelle et à l'inverse, quand on a un problème de l'ordre, voilà, du perso et je prends un exemple qui est volontairement, pas très marrant, mais quand on est dans une période de deuil, est-ce que, l'employeur peut légitimement attendre qu'on soit à 100 de, sa capacité, sa motivation et cetera au travail? Non et probablement que le fait d'être dans une culture
bienveillante, d'être au mieux accompagnée et d'avoir aussi les bons outils pour traverser une période de deuil difficile sans que ça devienne pathologique ou sans qu'on ait vraiment du mal sur la longueur à s'en sortir, ça va aider évidemment l'individu et par ricochet, ça va aider sa vie professionnelle donc son travail. Oui, effectivement, complètement d'accord avec toi. C'est ce sujet des moments de vie, qui sont des sujets qui sont très, très importants, et que les entreprises ont tout intérêt à gérer de la manière la plus, humaine possible, on va dire, puisque c'est des choses qui vont laisser une trace, dans l'esprit, des salariés pendant très, très longtemps. Donc on peut aussi le voir comme ça et justement sur ce sujet, de la santé mentale, vous avez sorti avec Thiel, une étude très récemment qui montre que, en gros, une entreprise a absolument tout à gagner, même d'un point de vue, très financier, à investir et à s'investir dans ce sujet de la santé mentale. Donc sans en dire plus, est-ce que tu peux justement nous raconter, quel est le contenu de cette étude et quels en sont les résultats? Ouais, avec plaisir. Déjà, pour la genèse de l'étude, il y avait vraiment cette volonté de dire, en fait, la littérature, la recherche montre souvent le lien entre performance et santé mentale. Le fait que, d'être, plus créatif, d'avoir des équipes qui soient plus soudées, d'avoir des équipes qui sont plus capables de résoudre des problèmes ensemble et cetera et donc ce lien, il existe, et pourtant, souvent, on se rendait compte que investir dans la santé mentale, de ses collaborateurs et aussi dans la santé mentale de son organisation, il y avait quand même parfois encore un frein parce qu'on le voyait plus comme un coût ou certains de nos clients ou dans certaines discussions, le voyaient plus comme un coût que comme un véritable investissement et donc on s'est dit: «Mais en fin de compte, heu, pourquoi pas le mesurer de façon la plus tangible possible, en fait?» Faisons vraiment cet exercice pour voir sur des indicateurs, RH, quel est l'impact, d'avoir un dispositif de santé mentale. Bon, en l'occurrence, on l'a fait sur nos données donc de Thiel, pendant 1 an et comment est-ce que ça se traduit sur des indicateurs comme l'intention de départ, le risque d'absentéisme et le risque de baisse de productivité. Juste quand tu dis, «On l'a fait sur, nos données de Thiel», ça reste quand même un échantillon qui est Ah oui, extrêmement alors large. c'est à peu près 10 000 collaborateurs, collaboratrices, je dis pas de bêtises, mais c'est 21 il me semble, entreprises, donc c'est des entreprises en moyenne et il y en a des plus petites et des plus grandes, de 500 salariés. Et l'objectif, c'était effectivement que ce soit représentatif et l'objectif aussi, c'était d'avoir une méthodologie qui soit la plus transparente possible pour expliquer comment on a fait. Oui, d'ailleurs l'étude est disponible et toute la méthodologie est expliquée, les calculs et cetera. Donc c'est vraiment voilà, en toute transparence avec aussi un objectif de dire, on peut mesurer, il faut le faire avec une méthodologie robuste, et c'est possible, voilà, c'est possible de mesurer. Et peut-être sur la méthodologie, je vais pas, entrer trop dans le détail pour pas perdre, tous tes auditeurs ou tes auditrices. Mais, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de regarder d'abord dans une entreprise, comment les gens, utilisent-ils? Donc, notre accompagnement individuel, parce que tu sais qu'il y a une partie accompagnement individuel, une partie accompagnement collectif. On s'est focalisé plutôt sur l'accompagnement individuel à dessein. Ça veut dire que c'est, un ROI minimal ou un ROI le plus conservateur possible parce qu'on s'est dit: «OK, on va pas calculer, les effets positifs qu'il y a sur l'ensemble de l'entreprise. On va pas calculer les effets positifs des actions collectives, des formations et cetera ou de la transformation de la pratique managériale. On se focalise sur les gens qui utilisent notre plateforme, donc en l'occurrence notre application mobile. Heu, une fois qu'ils l'utilisent, on va regarder, on a créé un indice propriétaire qui s'appelle le NIS, Net Impact Score, qui va mesurer de façon déclarative l'impact sur la santé mentale et ensuite on se dit: «OK, on a regardé combien coûte l'absentéisme lié à la santé mentale, à l'employeur. On a regardé combien coûte, avec des chiffres qui sont publics, hein, le turnover lié à la santé mentale à l'employeur chaque année. Idem pour, le risque porté par la baisse de la productivité» et on va regarder, comment les gens qui utilisent-ils vont être, moins, sujets à l'absentéisme, moins sujets au turnover et vont être sujets à avoir une meilleure productivité. Tout ça, on le mesure concrètement et ce qui a été, si tu veux, pour nous peut-être le plus important, même si c'était pas une grande surprise, mais il y a vraiment quelque chose qui a été très ancré, dans toutes les analyses et le rapport qu'on a conduit, c'est de montrer que plus les utilisateurs, plus les collaborateurs vont utiliser l'application de Teal, plus l'impact positif est tangible sur leur santé mentale. Alors, en soi, heu, pas de surprise.
Oui et puis c'est aussi de dire: «Est-ce que vraiment on a un impact positif sur la santé mentale?» Alors effectivement, tu sais, on en avait déjà parlé dans notre app, l'objectif pour nous, c'est, évidemment de permettre la téléconsultation, mais aussi et de la rendre la plus accessible possible, la plus facile d'accès, mais aussi de rendre disponible via des contenus digitaux tout l'apport des neurosciences et des sciences cognitives et comportementales. Et donc on a regardé concrètement et plus le nombre d'activités est important, plus on atteint, pour les utilisateurs réguliers, on est à plus de 3/4 des gens qui disent: «Oui, ça a un impact positif, significatif ou très significatif sur ma santé mentale». Et donc ça, c'était vraiment la première grosse brique de se dire: «Oui, on a un impact positif sur la santé mentale». Ensuite, de regarder effectivement comment ça se traduit sur les indicateurs que je mentionnais donc absentéisme, turnover et productivité. Et donc sur ces indicateurs, plus de performance RH, on a des résultats qui sont très significatifs puisque ce qu'on voit, c'est que la réduction, le risque moyen d'absentéisme lié à la santé mentale est réduit de 12 chez les utilisateurs de TIL. Pour le turnover, c'est une réduction de 21 de l'intention de départ, dans les entreprises et il y a une amélioration de la productivité de 8 chez les utilisateurs les plus réguliers. Et en fait, quand on dit ça, on a un peu réconcilié ce dilemme de dire, est-ce qu'il y a un impact sur les indicateurs RH? Oui, c'est la réponse, elle est simple et elle tient en un mot. Et donc ensuite, nous, notre rôle, ça a été de mesurer, ce que ça veut dire en euros, pour l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est que ces bénéfices-là, ils se traduisent par un ROI de 4,4. Donc concrètement, ça veut dire que quand on investit 1 €, on a un retour sur investissement de 4,4 €. Et ce sujet du ROI, il est hyper clé, justement dans toutes ces discussions autour de ces sujets, même s'il faudrait pas vouloir, prendre soin de la santé mentale de ses collaborateurs pour gagner 4,40 € pour chaque euro investi. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit très souvent sur les problématiques RH ou sur les problématiques culture, je suis bien placé pour le savoir. La question de se dire, bah, en comparaison d'une campagne, marketing où, pour, 1 € de pub, ça va me rapporter, 10 € de vente. Combien est-ce que mon investissement me rapporte? Donc déjà, bah, écoute, bravo, pour ça. Et puis, je voulais revenir sur le dernier point que tu mentionnes, où tu parles de hausse de la productivité. En réalité, ce qu'on entend, c'est, meilleure santé mentale égale hausse de la performance de tes employés. Et la question, c'est aussi, est-ce que ce problème, il n'est pas, à poser quelque part dans l'autre sens? Quelque chose que je vois beaucoup avec les idées notamment de la robustesse, qui sont portées par, un chercheur qui s'appelle Olivier Amand, qui a écrit plusieurs livres, mais notamment un qui s'appelle, Antidote au culte, de la performance et dont la thèse est, entre autres, parce que ça va plus loin que juste le monde du travail, mais de dire que c'est la quête, illimitée, de la performance qui justement va, créer les conditions d'une dégradation de la santé mentale et produire, une société du burn-out. Alors justement, toi qui es, au quotidien, sur le terrain avec les entreprises, Hem, est-ce que, tu penses qu'on peut à la fois, chercher à augmenter la performance de ses salariés, à chercher le développement de son entreprise et en même temps, réussir à prendre soin de la santé mentale, de ses salariés? Peut-être même à avoir un impact bénéfique sur cette santé mentale ou en tout cas à pas la dégrader et la détruire plus qu'elle ne peut l'être déjà? Alors complètement, je pense que, en fait, il faut redéfinir ce que c'est la performance. Si on parle, d'une performance, saine et durable, heu, à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, on peut, totalement. Si on parle à l'échelle individuelle de performance un peu, au sens du mythe du super-héros, non, ça, il faut arrêter. Non, je veux dire, s'il y a très, très peu de gens qui peuvent dormir, 4 ou 5 heures par nuit sur le long terme, sans, éreinter leur, fonctionnement cognitif, sans avoir, une résistance émotionnelle qui décroît et etc. Donc si c'est possible de le faire sur quelques semaines quand on a un pic de charge, quand on a un métier qui est sujet, à des grosses tensions, mais le corps humain et le cerveau humain ne sont pas faits pour, le tenir, sur la très grande distance. Oui, pour aller plus loin sur ton idée de redéfinir la performance, aujourd'hui, la performance d'une entreprise, on la mesure quasi exclusivement en termes financiers. Si demain, par exemple, ton indicateur pouvait être suivi au même titre que le PNL, alors je rêve probablement complètement, mais ce serait peut-être une bonne chose. Donc, pour toi, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir aussi une mesure de la performance qui soit aussi une performance
humaine finalement. Ouais, tout à fait et ma conviction très, très forte, c'est qu'elle est fortement corrélée à la performance de long terme de l'entreprise. La performance telle qu'on l'entend, financière aussi. Oui, cette notion de cercle vertueux. Exactement. Et donc on a parlé du fait qu'il y avait des différences de sensibilisation sur le sujet de la santé mentale, notamment, entre les générations. Tu as aussi rappelé que c'était l'obligation, légale, de l'entreprise de prendre soin, de la santé mentale, de ses salariés. Et pour autant, c'est pas forcément une évidence. Donc aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise, je suis moyennement sensibilisé, on va dire, à ces sujets, de la santé mentale, avant même de parler d'être dans une approche holistique et de prévention et cetera, dont on va reparler juste après. Aujourd'hui, quels sont les signaux, les indices, qui doivent, m'alerter en tant que chef d'entreprise, que je dois pouvoir repérer pour me dire: «Là, j'ai un sujet, de santé mentale dans l'entreprise, il faut faire quelque chose»? Alors déjà, il faut pouvoir les voir. Donc soit on les voit parce qu'on interagit, sinon il faut pouvoir les mesurer. Donc mais sur la question de voir, ce qui est intéressant, c'est que dans les signaux faibles, il faut surtout, s'intéresser à ce qui est différent. En fait, parce que ce qu'on remarque souvent, quand il y a, des facteurs de risque plus importants ou avant, des burn-out ou avant, c'est surtout une différence par rapport à la normale. Donc quelqu'un qui avant faisait très peu d'erreurs, qui se met à faire beaucoup d'erreurs, quelqu'un qui avant avait, une humeur, assez, positive ou égale et qui d'un coup, a des accès de colère, quelqu'un qui fait plus de fautes, ça peut être la preuve d'une surcharge cognitive, des choses comme ça. Donc il y a vraiment ce côté, chez l'autre, en tout cas, on peut voir et d'ailleurs c'est pareil chez soi, hein, parce qu'on se pose aussi la question d'ailleurs en tant que dirigeant ou dirigeante d'entreprise, en tant que collaborateur, collaboratrice, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui nous, on essaie de former à la détection des signaux faibles chez soi et chez les autres, justement. Et chez soi, c'est pareil. Il faut avoir une connaissance de soi, qui fait qu'on sait repérer, bah, est-ce qu'on va avoir, des problèmes de sommeil? Est-ce qu'on va être beaucoup plus, tête en l'air? Moi, je sais que quand j'ai une surcharge, généralement, je m'en rends compte parce que j'oublie de descendre du métro, 2 fois dans la même journée et c'est un peu mon voilà, ce genre de choses et il y a des choses où je peux me dire: «OK, là, ça fait 3 fois cette semaine, c'est trop, il faut un peu prendre de la hauteur, quoi» et c'est vrai que c'est bien de le reconnaître chez les autres et de le reconnaître aussi chez soi. Oui, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé sous l'angle, individuel. Si on essaie de le regarder sous un prisme, un peu plus collectif, tu m'as parlé d'approche systémique, du sujet. Hem, mais dans une entreprise, dans quelle mesure, enfin, de quelle façon le fait d'avoir des salariés qui individuellement ne vont pas bien, va avoir un impact plus global sur la dynamique collective? Est-ce qu'il va y avoir un effet d'accélération, d'amplification? Voilà, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives, à mesurer ou à observer sur le terrain? Ah bah, alors ce qu'on regarde nous, dans les chiffres à l'échelle collective, ça va être aussi, notre rôle, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on, on rentre dans une vraie démarche de la prévention. Donc nous, on dit qu'on essaie de prédire les risques. C'est pas prédire, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais c'est vraiment de regarder les signaux faibles dans la data agrégée, qui vont nous dire: «Attention». Par exemple, on va voir qu'il y a un risque, d'absentéisme, un risque d'absentéisme plus élevé, on va dire: «OK, là, il y a vraiment un risque» et on va aller s'attacher à regarder les causes. Souvent, ce qui va ressortir, ça va être, des alignements des valeurs, surstress, baisse de la qualité de la relation managériale, baisse du sentiment de reconnaissance au travail, des choses comme ça et donc nous, on va vraiment aller regarder dans ces causes-là et de l'autre côté, dans les facteurs qui sont plutôt des facteurs de force et c'est là qu'on va effectivement mettre en place des plans d'action qui sont basés sur la donnée de l'entreprise pour dire comment est-ce qu'on implémente du changement dans l'entreprise. Oui, et tu as dit au début de l'interview, que c'était sujet universel, heu, capacité à faire dans le sur-mesure et rigueur scientifique. Si on s'arrête sur le côté, sur mesure, comment est-ce que je sais en tant que dirigeant quels sont les leviers, qui vont être les plus efficaces et les plus intéressants pour moi à activer? Puisqu'on pourrait se dire justement, que c'est un sujet scientifique, que c'est un sujet qui est quasiment médical et que donc, bah, pour traiter, des problèmes de santé mentale, il doit y avoir, une recette entre guillemets, «universelle», qui marche comme un médicament qui marcherait pour traiter telle maladie. Hem, donc et qu'est-ce qui fait que ça varie finalement d'une entreprise à l'autre? Est-ce que c'est une question de culture, une question de taille? Voilà, comment tu approches ça? Bah, tout ça. La taille, la culture, effectivement.
Il y a quand même des bonnes pratiques, hein. Nous, très, très souvent, par exemple, quasi systématiquement, on conseille de former, les managers, à la détection des signaux faibles, des RPS, à comment se protéger soi-même, comment protéger son équipe dans un environnement qui peut être stressant ou complexe, des choses comme ça. Néanmoins, ce qui va varier, c'est, la culture d'entreprise, les gens qui la composent, qui sont des individus qui viennent avec leur bagage. Ça peut être l'industrie, parce qu'il va y avoir des industries qui vont être sujettes ou pas à des dynamiques qui sont plus difficiles. Ça peut être aussi, bah, dans l'agroalimentaire, qui est peut-être un peu plus difficile, où il y a plus de plans de restructuration, où il y a plus d'impact sur, les réductions des coûts et cetera. On va sentir pas forcément les mêmes dynamiques que, dans des environnements, en très forte croissance, où souvent ce qu'on va voir, c'est plus de surengagement qu'il faut aussi savoir gérer. Dans certaines industries, on a un très fort attachement à la marque. Ça va être, par exemple, le cas dans le luxe ou parfois, dans la communication, où il y a un fort attachement à l'entreprise et en fait, ça peut aussi nourrir, un très fort engagement. Donc il y a des choses qui peuvent être sectorielles ou liées à l'entreprise elle-même et effectivement, à son contexte propre. Et c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on a développé chez Thiel, c'est à la fois, des algorithmes propriétaires qui permettent de lire la donnée, pour dire: «OK, comment est-ce qu'on anticipe véritablement les risques? Où est-ce qu'on a des risques? Quelles sont les combinaisons de facteurs qui expliquent, qu'on va avoir des vagues d'absentéisme ou de burn-out si on n'agit pas sur les causes?» Mais c'est aussi la capacité à s'adapter au contexte de l'entreprise. Typiquement, une entreprise en hyper croissance, ça va pas être les mêmes plans d'action qu'une entreprise en pleine voilà, exactement. Et on a souvent, un débat entre harmonistes, c'est-à-dire entre personnes qui, accompagnant les entreprises à travailler sur, le sujet de la culture. Hem, sur la question, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise culture? Alors je te promets, c'est pas le début du monologue d'Otis, mais disons qu'on a longtemps prêché, la cohérence en disant que tu pouvais avoir une culture qui était, plus ou moins aussi agressive que tu voulais à partir du moment où c'était clair et clairement affiché. Ça, moi, à titre personnel, c'est une position que j'ai vraiment de plus en plus de mal à tenir et à adopter. Donc, bah, je voulais te poser, à toi la question, est-ce que tu penses qu'il y a des cultures d'entreprise qui sont, plus aptes, que d'autres à favoriser une bonne santé mentale? C'est pas une question facile, je trouve. Moi, ma position, c'est de dire quand même, il y a des choses qui vont aider, c'est sûr. Je pense, par exemple, à l'alignement des valeurs, au sentiment d'être respecté, à la capacité à faire évoluer ses compétences, à, miser sur les forces. Heu, un sujet qui est, la reconnaissance, c'est évident, la capacité à être flexible quand les métiers le permettent dans l'organisation du travail, l'autonomie, ça c'est prouvé que c'est prouvé dans la littérature scientifique que c'est à la fois des aspects culturels, mais aussi des aspects organisationnels, qui aident. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment des choses, qui peuvent aider. Ensuite, évidemment, il y a des cultures très différentes et certains individus vont être très bien dans une culture et très mal dans une autre culture. Ce qui pose d'ailleurs la question aussi de comment est-ce qu'on, construit la culture pour avoir une vraie, identité de l'entreprise, mais qui nie pas les identités des gens. Parce que sinon on recrute des clones, qui sont tous très bien dans l'entreprise, mais on se prive d'une forme de diversité, donc de créativité, donc de certaines façons de résoudre les problèmes et cetera. Donc je trouve que c'est aussi sous cet angle que c'est intéressant de réfléchir. Complètement aligné avec toi. On arrive sur la question de fin de cette interview. Bah, premièrement, on a discuté du fait que la santé mentale était heureusement un sujet qui prenait de plus en plus d'importance, de plus en plus de place. Toi qui connais bien le sujet, est-ce que tu peux aider, ceux qui écoutent à faire peut-être un peu de prospective, à se projeter dans le futur, en nous disant, selon toi, ou en tout cas, est-ce que tu vois des signaux qui pourraient être indicateurs, hein, positifs ou négatifs, de la manière dont, la perception et la prise en charge de ce sujet de la santé mentale vont évoluer dans un futur proche? Ah bah alors, moi, ma conviction très, très forte, c'est qu'on est à un moment charnière. Alors on le voit avec la grande cause nationale qui est, donc c'est dans notre pays et puis c'est pour une année, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'opère et qui dit, publiquement haut et fort: «Il faut que notre rapport change, notre rapport à la santé mentale, la façon dont on agit individuellement, collectivement, dont on parle,
dont on voilà et je pense que il y a beaucoup de signaux qui nous montrent que, on est un peu à un point d'inflexion, à un moment où oui, il faut encore de l'évangélisation. Oui, il y a encore des gens pour qui, c'est pas, et une évidence, mais je pense qu'on est vraiment à un moment, un pas historique, c'est un peu, peut-être mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de dire, dirigeants d'entreprise, emparez-vous de ce sujet parce que c'est aussi ce qui fait la différence entre, les pionniers et ceux qui s'adaptent, au dernier moment quand on n'a plus le choix et et moi, ma vision et ce que je vois, dans les entreprises et ce que je vois dans le discours aussi de certaines générations plus jeunes, c'est qu'au-delà de la nécessité, de prendre ce sujet et de l'attaquer dans les entreprises, il y a aussi une formidable opportunité de, montrer qu'on peut créer une croissance qui soit vraiment saine, durable pour les individus et pour les organisations. Et ça m'amène, à ma dernière question qui serait, quel serait le conseil que, tu donnerais à un dirigeant d'entreprise qui veut tout simplement s'assurer que, ses salariés vont bien? Ben, déjà leur demander. Mesurer et alors dirigeant, mon conseil, c'est vraiment déjà, de faire de ce sujet une vraie priorité et aussi incarner, le changement. C'est-à-dire, d incarner, à titre individuel, le changement et lead by example. Merci beaucoup Julia, écoute, c'était vraiment un plaisir, de faire ce premier épisode, ce format un peu différent avec toi et puis à très bientôt. Merci à toi Vincent, plaisir partagé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.